Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro du Let's Try Podcast. Ah là là, si on m'avait dit, il y a plus de 2 ans maintenant, qu'un jour je recevrais l'invité que je suis sur le point de vous présenter, je n'y aurais jamais cru. Eh bien c'est arrivé. Donc, sans plus tarder, passons à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois l'un des pionniers de l'ultra trail running. Ce fondeur népalais, qui a grandi sur les montagnes de l'Everest à 2700 mètres d'altitude, est devenu l'un des plus grands ultra-trailers de l'histoire, car il a remporté plus de 100 courses depuis sa première victoire en 98 sur le marathon du Verdon. On peut nommer l'Annapurna Mandala Trail, le Chimbe Raid, l'Interlac, le Grand Raid du Mercantour, la 6000D ainsi que la toute première édition de l'UTMB en 2003 ou encore la TDS en 2012. Il a également participé à 3 reprises aux Jeux Olympiques de 2006, 2010 et 2014 comme représentant népalais en ski de fond. Mais lorsque l'on évoque Dawa dans le milieu du trail, c'est immédiatement la gentillesse, la bienveillance et son besoin de partage qui sont évoqués à l'unanimité. Nous parlerons de son parcours de vie de ses premières années au Népal, de son arrivée en Europe et de la découverte du milieu des coureurs en montagne au début des années 2000, de sa passion inébranlable pour cette pratique et de ses activités de guide touristique, car il organise tous les ans des voyages au Népal, en Indonésie ou en Inde, lors desquels il permet de parcourir ces sublimes destinations en trail à étapes sous le signe du partage et où l'ensemble des bénéfices sont réinvestis dans des actions humanitaires locales. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, car voici ma conversation avec Monsieur Dawa Dakiri Sherpa. Aujourd'hui, je suis avec Dawa Dakiri Sherpa. Salut Dawa, comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Je suis très heureux, Dawa, de vous recevoir dans le podcast. On m'avait demandé à plusieurs reprises de vous inviter. Alors, si je me souviens bien, il y avait Sylvain Cusso qui m'avait demandé à ce que vous soyez présent avec nous. Et puis, il y a également Marine Kwasny qui est l'organisatrice du trail Interdoc que j'ai reçu récemment. Donc, je suis vraiment très content que vous soyez avec nous et merci pour votre temps. Avec grand plaisir. Sylvain, c'est des familles de trail. Là, on connaît depuis un certain nombre d'années et c'est sympa. Là. C'est clair. Dawa, pour ceux qui ne vous connaissent pas, je pense qu'ils ne doivent pas être nombreux non plus, mais est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Alors, oui. Bonjour à toutes et tous. Voilà, je m'appelle Dawa Dakiri Sherpa. Je suis originaire de Népal. Voilà, je suis né dans la vallée de Solukhumbu, dans la région de l'Everest. Depuis là, j'ai passé un certain nombre d'années là-bas et à l'âge de 26 ans, j'ai quitté le Népal. Quitter le Népal, c'est un mot, mais voilà, je suis sorti de Népal et voilà, après, j'ai voyagé en Europe. Voilà. D'accord. Justement, puisque vous en parlez, moi, dans le podcast, j'aime bien commencer par le commencement et connaître l'histoire vraiment de mes invités. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu l'environnement au Népal dans lequel vous avez grandi à cette période, au tout début ? Alors, environnement au Népal, je suis né dans un petit village qui s'appelle Takshindo Chulemu. C'est toujours dans la vallée d'Everest. Hein. Et dans mon village, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, il n'y a pas de l'eau courante. Chez nous, on est en famille. Je suis né dans une famille assez nombreuse, c'est-à-dire on est 7 garçons et 2 filles. Bon, ça fait on est 10 ou 11 personnes dans la famille. Et quotidiennement, qu'est-ce qu'on fait dans cette zone-là ? On cultive notre culture. Niveau alimentation, notre base d'alimentation, nous on va aller acheter au supermarché parce qu'il n'y en a pas. Quel type d'alimentation vous cultivez ? On cultive un peu de tout, de base de céréales, c'est-à-dire les maïs, des blés, l'orge, pommes de terre, haricots. Après, il y a aussi, on va avoir, au Népal, ça pousse aussi de riz, millet, mais comme le village de mes parents, il est situé à 2700 mètres. Alors, 2700 mètres, ça ne pousse pas de riz et de millet. Bien sûr. Sinon, tout le reste, ça pousse. Et puis, on travaille matin à soir. Et après aussi, mes parents, c'était élevage de bétail. Alors, on travaille aussi avec les bétails. On a beaucoup travaillé avec les bétails, tout ça. Voilà, j'ai grandi dans cet environnement.
Et Beaucoup de déplacements dans les montagnes aux alentours. bah après voilà, c'est comme un transhumant, hein. C'est quand il commence à faire chaud, on monte dans la pâturage en hauteur autour de 4000, 3008, 4000 jusqu'à 4005. Et sinon, bah, saison l'hiver, on descend dans le village, c'était 2000, autour de 2700. Plus bas qu'on va descendre, c'est jusqu'à 2000 mètres, quoi. Mhm. Quelle était la relation avec les frères et les sœurs au sein du foyer? Relation, bon, c'est comme toutes les familles, hein. Voilà, après, chacun sa place. Nous, on n'a pas de grandes disputes. De temps en temps, bon, on fait un peu de chacun son, comment dire, histoire, mais après, nos parents nous gèrent bien parce que s'il y a un petit souci ou quelque chose, c'est les parents qui règlent tout de suite. Mhm. Voilà, nous, on montre pas trop les histoires devant les parents déjà. Et puis, sinon, moi, généralement, ça se passe très bien. Et vous étiez placé où dans la famille? Vous étiez le plus grand, le plus petit? Je suis pile pas le milieu. Au milieu. D'accord. J'ai une sœur, tout début, il y a une fille. Après, il y a trois garçons. Et moi, je suis le quatrième. Avec les filles, ça fait cinquième. Et après, il y a trois garçons après moi. Et il y a une fille dans Ness et une fille. Alors, j'ai aussi cinq après moi. D'accord. Quatre, non, cinq après moi. Là. Dawa, quelle est la relation que les Népalais que vous aviez dans votre famille avec la montagne et les sommets environnants? C'était quoi pour vous? C'est quoi pour vous? Ben, montagnes, c'est pour nous, bon, pour nous, donc, comme on est né dans la montagne, c'est presque, pour nous, c'est notre jardin, hein. Et après, quand on parle de montagne, pâturage, tout ça, c'est nous, on vit dedans, ben, notre jardin, ou on va dire même notre maison, hein. Et puis après, si on parle de haute montagne, nous, on réfléchit pas trop, on respecte les montagnes, se disant, voilà, à chaque sommet, il y a quand même, il y a certaines croyances, et puis, on donnait un nom, ou on fait quand on va aller vers la montagne, bah, on brûle de l'encens, tout, on est plus, on respecte beaucoup les montagnes, là. Mhm. Et la relation par rapport quand on pense au Népal, on pense aux Sherpas bien évidemment, à ceux qui aident les touristes ou les alpinistes à grimper au sommet de ces montagnes. Vous aviez ce type d'activité dans la famille ou pas du tout? Dans notre famille, pas trop. Non? Après, dans le village, oui, j'ai des amis qui ont fait des sommets d'Everest comme Babou Singh Sherpa, tout ça, c'est des amis. Mes amis d'enfants. Oui, ils ont fatigué, mais nous, on n'a pas tout fait parce que, comme j'ai dit, comme on travaille beaucoup dans le jardin, on a des élevages de bétail, tout ça, on n'a pas trop le temps de partir. D'accord. J'ai vu que vous aviez passé un certain nombre d'années ou une bonne partie de votre enfance et de votre adolescence dans un monastère pour pratiquer le bouddhisme, les arts martiaux et la méditation. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette période et nous expliquer pourquoi vous avez pris cette décision-là? Alors, à partir de l'âge de 6 ans, je suis allé au monastère, j'ai demandé à mes parents, bon, 6 ans, c'est trop petit, hein, un petit garçon, hein, Mhm. surtout ma mère, elle a dit, bah, c'est un peu, ça va être compliqué, tu seras tout seul, tu ne vas pas pouvoir gérer tout. Et comme moi à la maison, bah, c'est maman qui fait le repas. Nous, on participe aussi, hein, toujours on a participé. Et elle sentait pas que je me débrouille tout seul. Et premier temps, elle a refusé. Et puis bah, après, moi, j'ai tellement envie d'aller. Et des fois, je restais caché une demi-journée ou quelque part. Et puis bah, après, pourquoi tu étais où? Pourquoi? Et puis bah, j'ai dit, bah, si tu veux pas que j'ai allé au monastère, bah, je ferai rien encore. Là, Je me cacherai encore. voilà, je resterai caché ou je vais partir après quelque part. J'ai dit, c'est bien. À, Voilà. à 6 ans, c'est étonnant. Ça venait d'où cette volonté de partir dans un monastère? C'est venu tout seul ou? Je sais pas parce que j'ai mes cousins qui sont au monastère ou dû à ça ou je sais pas, je me pose toujours, je me pose encore les questions pourquoi j'ai choisi ce moment-là. Voilà, moi, même moi, j'ai pas tout à fait compris pourquoi. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces... Alors, combien de temps vous y êtes resté et qu'est-ce que vous avez appris?
réellement, j'ai dû passer 7 ans au monastère parce que 7 ans. je suis entré 6 ans et je suis sorti à l'entour de 15 ans. Mais tous les temps que j'ai passé au monastère, c'est à peu près 7 ans. Parce que après, entre-temps, l'hiver, je rentre à la maison et puis pendant les vacances aussi, je rentre à la maison, tout ça. Voilà. Et qu'est-ce que vous y avez appris là-bas? Alors, c'est des philosophies bouddhistes. Ouais. Philosophie bouddhiste, c'est genre de récit de mantras, des choses comme ça, on récite tout le temps. Et après, bouddhisme, c'est pas maintenant, ils ont transformé comme une religion, mais c'est une philosophie. Mhm. Et quand on pratique le bouddhisme, ça veut pas dire on va être toujours comme moine et à part comment dire, parallèle de la vie normale, mais on va être normalement étudier le bouddhisme, mais on va rester vie normale. On a le droit de marier, on va faire tout ce qu'on peut, c'est-à-dire on va étudier médecin, on va être philosophe, on va être professeur, voilà, c'est tout un... C'est Tous pas les, ce, c'est pas voilà. ce qu'on imagine aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, comme vous disiez, le bouddhisme aujourd'hui, on voit ça comme une pratique, comme une religion assez restrictive. Et pour vous, c'était pas tellement le cas en fait. Non, non, pas du tout. Non, quand on est au monastère, de toute façon, nous, on n'a aucune restriction. Hein. C'est-à-dire, le règle du monastère, on doit respecter si tu vis dans le quartier du monastère. Après, si tu ne veux pas respecter, tu ne veux pas vivre dedans et personne ne t'oblige de rester dedans. Mhm. Et puis, dans la journée, ils donnent les devoirs de dire, voilà, tu as ça à fond par cœur. Et puis après, on n'est pas fermé dans une maison, dans une école comme certaines, comme actuellement dans des enfants, quoi. Mhm. Ils nous donnent les devoirs une fois par jour, dans la journée, vers midi ou 11h au midi. Après, on est libre. On va juste pour travailler, mais tu veux rester chez toi ou tu veux rester tu veux marcher, promener ou tu veux, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté et est-ce que vous êtes rentré différent après cette période au monastère? Moi, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que dans la philosophie bouddhiste, déjà on doit apprendre connaître, on doit apprendre comment tu connais toi-même. Voilà. Mhm. Et après, de toutes les histoires de respect, tout ça, on va apprendre aussi. Et pourquoi on doit respecter, pourquoi et comment, tout ça, ça c'est. Et en même temps, quand on est au monastère, bah, j'ai eu la chance d'avoir côtoyé beaucoup de monde, c'est-à-dire les gens qui sont classe supérieure au niveau, je veux dire, des gens riches, gens pauvres, gens Mhm. moyens, on a tout. Quand il y a quelqu'un qui est décédé dans la famille, tout ça, c'est nous qui vont aller dans la famille pour aider à gérer leurs soucis, tout ça. Et j'ai eu beaucoup de possibilités de côtoyer tous les niveaux de gens. Voilà. D'accord. Une ouverture d'esprit sur les gens qui vous entourent aussi, quoi. Voilà, tout à Euh, Quand vous êtes rentré après cette période au monastère, vous avez dû, d'après ce que j'ai lu, prendre un peu les entre guillemets les responsabilités dans la famille. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette période-là? Ouais, ça c'est 15 ans, voilà, à l'entour de 15 ans, le moment bah, pourquoi je suis sorti, non, moi aussi j'ai eu la chance, j'aimerais bien étudier, rester tout le temps et j'aimerais bien être un médecin Mhm. dans la philosophie bouddhisme. Mais malheureusement, à l'âge de 15 ans, j'ai perdu mon papa. Et surtout, il m'a fait beaucoup de confiance. On est 7 garçons et 2 filles, mais ça, entre tous ces frangins, et, il m'a fait beaucoup plus de confiance. Sans vivant, il m'a raconté plein de choses, plein d'histoires. Et ici, il doit partir à boire à gauche, à droite, il m'a ramène toujours avec lui. Et après, le jour quand il doit partir, bah, il a dit à ma mère, si par malheur, si je dois partir, ben, il faut que tu dises à Nawa de revenir occuper ma place. Voilà. Une grande complicité entre vous deux, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Surtout, je pense, il a un peu compris
ma façon de vivre parce que moi, je suis pas. Si je dois rester au milieu de la montagne tout seul ou je dois marcher, je sais pas, des heures dans la nuit, j'ai pas peur. Et tous les autres, ils ont un peu peur de histoires de fantômes ou histoires je sais pas, des ours, des tigres, tout ça. Ils ont peur de tout et moi, normalement, j'ai peur de rien. J'ai dit, de toute façon, ils ont aussi peur que nous. Et puis, Ils ont même plus peur de nous que nous, on a peur d'eux. depuis tout petit, voilà, j'ai cette pensée de dire, nous, on n'est pas très fort, mais on a plus de possibilités, on a plus de capacité d'adapter les dangers que les autres, quoi, là, c'est tout. Est-ce qu'on pourrait revenir, Dawa, si c'est possible, sur le moment où vous avez décidé un peu de vous ouvrir vers l'extérieur, vers le monde et nous parler un petit peu de votre arrivée en Europe? C'était en quelle année? Alors, ça, c'est 1995. 1995. Je suis venu. Pourquoi je suis venu ici? Alors, j'ai participé à une course qui est organisée par un Français et un Suisse. Ça s'appelle Super Marathon de Himalaya. C'est une course de 7 étapes. Un jour, justement, j'ai un frère qui travaille dans une agence de voyage, et puis agence de trek, et puis là, l'année avant, ils ont organisé, je crois, 93 et 94, ils ont organisé 2 ans, et 95, 94, ils m'ont, le groupe est revenu chaque année. Entre eux, ils ont demandé à l'agence locale s'il y a des locaux qui courent. Ça leur intéressait de participer à ramener quelques-uns avec eux pour voir comment ils courent, comment ils gèrent tout. Et puis mon frère, il travaillait dans cette agence comme cuisinière. Un jour, il m'a dit, tu peux pas courir comme tu fais un peu de sport, tout. Il m'a dit comme ça, va courir, oui, pourquoi pas, mais j'ai pas tout à l'époque, je connais pas trop parce que nous on marchait beaucoup dans la montagne, tout ça, mais bon, avec un dossard, j'ai jamais couru. Comme je fais pas mal de arts martiaux, et puis il m'a dit, bah, comme tu fais des sports, si tu vas courir, il y a les gens se cherchent des personnes. Alors il m'a dit, bon, ok, bah, pas de problème. C'est là que j'ai participé à cette course-là. Après, bah, première année, j'étais malade, j'ai dû abandonner la course. Et bah, à ce moment-là, j'ai rencontré aussi ma femme, Annie. Et puis après, nous, on gardait toujours contact. L'année après, j'ai participé à la course. Et puis là, elle est revenue aussi. Et bah, là comme on a fait la connaissance, on s'est rencontrés. Et puis là, depuis là, bah, j'ai eu une opportunité de sortir de Népal. Grâce à Annie, voilà, c'est. Et aussi des amis suisses qui ont aidé. On est venus avec mon frère, tous les deux, une année, première année de 95, première fois qu'on est arrivé ici. Et puis après, je suis venu chaque année. J'ai passé pendant 3 ans avec des visas touristes. Et puis à partir de 98, je suis marié avec Annie. Bah, on est installé par là. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus, entre guillemets, perturbant quand on arrive dans une culture qui est complètement différente de celle dans laquelle on a grandi? Ben, pour moi, ça n'a pas été très, très choquant parce que j'étais très curieux. Quand j'ai fait pas mal de trekking au Népal avec des différentes nationalités. À l'époque, j'ai essayé de demander à des gens. J'ai aucune idée. Hein. Si je dois partir, je ne vais pas partir, mais j'ai demandé à n'importe quelle nationalité. J'ai dit, comment vous travaillez chez vous? Qu'est-ce que vous mangez? Quelle est la vie? Tout. J'ai essayé de demander avec mon, comment on dit, anglais, broken anglais, hein, mais je savais à peu près. Quand j'ai arrivé à Genève, juste dans ma tête, j'ai eu la confirmation de dire, voilà, ils ont dit ça, mais c'est vrai, quoi. C'est propre, c'est bien organisé, voilà, les bâtiments, ils sont hauts. Et après, là, plus choquant que j'ai eu, c'était quand on vit dans un bâtiment, dans un immeuble. Et puis les gens qui vivent en face ou étage en haut, étage en bas, des gens, ils ne savent pas qui vivait dedans. Voilà. Ça, c'est plus choquant parce que dans le village, nous, on connaît des kilomètres de villages, je ne sais pas,
on va dire 30-40 km, on connaît tout le monde, quoi. Là. En fait, ce qui vous a permis de bien vous acculturer dans les premiers temps, c'est votre curiosité et le fait que vous avez pas mal lu, vous avez pas mal, vous êtes renseigné un petit peu sur les différentes cultures et puis vous parlez pas mal avec les gens à Oui, l'époque que vous rencontriez, quoi. ouais, ouais. Moi, j'ai essayé d'apprendre pas mal de langues différentes parce que comme j'ai j'ai passé aussi le diplôme de guide au Népal, en fait, équivalent de diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne ici. J'ai passé là-bas, bah, quand tu guides à quelqu'un, et la langue, c'est les outils principaux. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Pour en revenir un petit peu au Népal et à votre enfance et avant d'arriver en Europe, quel était le lien que vous aviez avec le sport dans ces premières années-là? C'était Ben, quoi pour vous le sport? sport, c'est pour moi, bah, c'est comme j'ai pratiqué pas mal de arts martiaux. Mhm. Les arts martiaux, pour moi, c'est une genre de, presque, comment dire, une règle de vie, Un mode de vie. voilà, maîtrise de soi. Mhm. Voilà. Et après, bah, sport aussi, j'ai pas fait beaucoup de sport. Hein. J'ai fait un peu de course à pied, un peu de ski de fond, mais ça c'est toujours, même si je fais un trail, pour moi, c'est plutôt, je vais essayer de chercher qu'est-ce qu'on va faire avec notre corps et quel moment on doit avoir des difficultés, quel moment, avec notre cerveau, comment on utilise notre cerveau pour éviter toutes ces difficultés. C'est ça que je cherche plus que chrono et les places réellement. Là. Le fonctionnement du corps humain dans l'effort. Tout à fait, là. Voilà. Mhm. Mais ça a un peu un lien à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous vouliez être docteur. Je pense que vous aviez une curiosité naturelle à essayer de comprendre les choses que vous viviez, quoi. Tout à fait, oui, oui, oui. Mhm. Maintenant, même après, je pense que c'est infini ces recherches parce que plus, plus je cours, plus je trouve des choses. Et puis, après, vis-à-vis de moi, je peux découvrir pas mal de choses. Et aussi dans la nature. Hein. Dans la nature, on va voir plein de choses, on va sentir plein de choses aussi. Et aussi vis-à-vis de d'autres participants. Comment les gens y réagissent, comment ils pensent, dans leur pensée, dans leur gestion des efforts. Moi, c'est plus très, par curiosité, je fais plus recherche de ce côté-là. Voilà. C'est quoi pour vous la performance? Performance. Après performance, pour moi, c'est plus, comment dire, c'est c'est les gestions et notre gestion intellectuelle qui ramène, bon, des fois, on est mieux, presque mieux que les autres, mais physiquement, je pense, si on gère de la même manière, on pense de la même manière, je pense, physiquement, on est à peu près équivalent, quoi. Mhm. Peut-être pas tout le monde, mais une grosse majorité de sportifs, on a la bonne capacité. Alors. Et vous placez la performance plus sur l'aspect compréhension et adaptation au milieu, quoi. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Est-ce que vous vous rappelez, alors la question est un peu particulière, mais je vais la poser quand même. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez entendu parler du concept de trail? Euh, Pas première fois, bon, pas. Après, j'ai pas vraiment tout à fait fait gaffe à quel moment, mais oui, parce qu'avant, nous, on dit bah, comme course à pied, mais après, il parlait de trail, et trail, pourquoi trail? J'ai essayé de chercher aussi les mots trail. Après, le trail, ça ne veut pas dire grand-chose parce que trail, c'est sentier, quoi. Mhm. Voilà. Aujourd'hui, je fais des trails, comme si on traduit, bah, je fais des sentiers, quoi. C'est pas vraiment un mot correct, mais Ah ouais, c'est clair. ouais. Euh, à quel moment vous avez pris conscience que même par rapport aux épreuves que vous avez fait en Europe, vous étiez au-dessus et que vous pouviez performer? Vous avez de suite gagné des courses ou ça a mis un peu de temps à se mettre en place? J'ai mis un peu de temps parce que justement, gestion de efforts, gestion alimentation, après, voilà, tous ces des acclimatations, bien sûr.
toutes ces choses, ça m'a pris un peu de temps d'acquérir toutes ces expériences. Euh, première course que j'ai gagnée, c'est 98 en course. Mais pour répondre réellement à votre question, j'ai pensé aucun moment que je suis performance. Voilà. Mhm. Pour moi, je dis, je prends le départ, quoi qu'il arrive, mais je vais essayer de gérer mieux que je peux. Surtout, je vais essayer de chercher plus sur ma physique et sur mon mental. Et en même temps, entre les deux, en combinaison, il faut essayer de gérer mieux que possible. Voilà. C'est ça que je concentre. Mhm. Après, pourquoi je dis, j'ai jamais senti que je suis performant et je suis mieux que les autres, parce que c'est selon les endroits, selon les parcours, selon les météos, on est jamais, on peut jamais adapter à 100%. Oui, d'accord. J'ai vu un petit passage qui m'avait marqué vous concernant lors de l'UTMB 2003, où donc c'est la première édition de l'UTMB que vous avez remportée, et on vous filme en train de courir, je crois qu'on est aux alentours du 100e kilomètre, et vous dites à la caméra, la personne qui vous pose la question, si le concurrent qui est derrière vous vous dépasse, et ben vous dites à ce moment-là, je l'applaudirai, je serai content pour lui parce que ça veut dire qu'il est bien meilleur que moi. Et je pense que c'est ça que vous représentez aussi dans le trail, c'est tout ce qu'il y a de plus noble, tout ce qu'il y a de plus toute la sincérité et l'humilité. Pour vous, ça vous parle, ça, cet esprit trail là, ça vous parle? Exactement, exactement. Moi, même au 6000D, une fois, il y avait un gars qui s'appelait Eric Sagna, c'est un Français. On a couru plusieurs courses ensemble. Et puis, il a fait toute la course devant moi. Après, à la fin, dans la descente, je peux descendre plus vite, un peu plus vite que lui. Et je peux le rattraper, mais j'ai pas voulu le rattraper. Il est arrivé 15 secondes devant moi, aux lignes d'arrivée. Moi, je vais être honnête, j'ai laissé volontairement. Mhm. Après, il connaît, on a fait plusieurs courses ensemble, il m'a remercié et tout. Et puis, il y a plusieurs personnes, même compris ma femme, hein, il m'a dit, ouais, t'as perdu les voyages pour l'île de la Réunion, tout. J'ai dit, écoutez bien, parce que j'ai perdu, j'ai pas perdu. Peut-être j'ai pas eu pour moi, mais il y a Eric, il a eu. Peut-être si j'ai eu, ma femme, elle va être contente, moi, je serai content, mais Eric, il a eu, sa femme, elle va être contente autant que ma femme, voilà, c'est tout. C'est le partage, le partage. Bah oui, bah oui. Sa fille, je sais pas, ses enfants, ils vont être contents, lui-même, il va être content. Moi, si je gagne, quoi, je vais être content, mais lui, il va pas être content. C'est quoi la différence moi, je serai content, il va pas lui, ou lui, il va être content, mais moi, pas moi. Il y a pas de différence, quoi, pour moi. Ou lui ou moi, c'est pareil, quoi. Mhm. Ouais, c'est tout à votre honneur. Après, nous, on est sur la Terre ici, mais la vie, on va dire, si y a quelqu'un qui vit 100 ans, et il pense qu'il a vécu très très longtemps, mais 100 ans dans un vie, c'est pas beaucoup. On vit très 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 court terme sur la Terre. Et cette période-là, il faut essayer de penser positif, essayer d'être le plus confortable possible. Ça serait, ça serait plus bénéfique que de dire d'avoir ça crée certaines jalousies, certaines envies, certaines, je sais pas, certains stress. Ça, des choses les plus négatives de pour notre santé. Voilà. Est-ce que vous pourriez revenir sur la première fois que vous avez participé à l'UTMB, donc qui était, je le rappelle, la première édition? Est-ce que vous avez senti à ce moment-là que c'était un événement particulier, et est-ce que vous pourriez nous retracer un petit peu le film de votre course? Alors, premier UTMB, on est parti 4h30 du matin depuis Chamonix. On était 750, je crois, 750 ou 710, je me souviens plus, nombre de courants. Et il pleuvait. On est parti avec des panchos, plastiques. Il y a pas mal de gens, ils partaient avec des sacs à poubelle sur le dos. Sac poubelle. Ouais.
Et petit à petit, des fois, quand on est parti, là, à l'époque, on a la possibilité d'arrêter ou Courmayeur, ou Champé, ou Chamonix. Voilà. On ne savait pas du tout où on va, qui peut aller jusqu'à bout. Et il y a aussi, ils ont dit aussi un classement, celui qui est le premier à Champé, un classement, à Courmayeur, celui qui est le Courmayeur, un classement, celui qui est le premier à Champé, un classement. Et puis, je suis au Chamonix, classement. Depuis partir de Contamine, j'étais devant. Bon, après, c'est l'aventure. Hein. Comme il pleuvait, il y avait des grêles, tout. C'était une météo très, très dure. Moi, j'ai essayé de gérer mieux que j'ai pu. J'ai plein de choses dans mon sac à poubelle, à pancho, baisse de pluie. Pour amuser, je secouais, je fais sécher aussi de temps en temps quand je peux. Et puis, j'ai utilisé tout ce que j'ai. J'ai passé dans cette machin, surtout au col de Seine. Quand j'ai passé au col de Seine, il tombait des grêles en bas comme les bouts de doigts qui tombaient. Et il y avait des contrôleurs au Seine, normalement, des gens de contrôleurs là-haut. Ils étaient cachés derrière un caillou. Il m'a fait juste les signes avec les mains. Il dit descendez de côté où je dois Ils étaient à l'abri. Voilà. Et puis, j'ai couru comme ça. Chaque ravitaillement, c'était super. Les gens, ils ont bien accueilli. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, j'ai bu, j'ai couru. Et puis, quand j'ai arrivé au Champé, je suis resté peut-être une demi-heure, manger, boire. Et puis après, je suis parti là, jusqu'à Chamonix. Ça ressemblait à quoi l'arrivée à Chamonix? À l'époque, il y a encore, quand je suis arrivé, peut-être il y a 50 de personnes qui sont sous la parapluie. Il tombait des cordes depuis Balorcine. Au Balorcine, quand j'arrive dans le ravitaillement, il y a une tente de ravitaillement, une petite tente de ravitaillement. Hein, il y a il a eu tellement d'eau, ils ont posé des palettes dans le par terre pour pouvoir marcher. Les palettes étaient flottaient sous l'eau. Ah oui, carrément. C'était rigolo, j'ai dit je peux marcher dessous. Il dit oui, c'est fait. Donc une cinquantaine de personnes, on est loin de ce qu'il y a aujourd'hui, mais comme je le disais tout à l'heure, je pense que vous avez senti que c'était un événement à part déjà, dès 2003. Oui, c'est ça. Là, à l'époque, bon, je pense pas, je pense que personne ne pouvait imaginer, ça va être comme aujourd'hui, mais c'était une aventure, vraiment aventure, quoi, là. Et arrivé, ce cinquantaine de personnes, il y a Guy Perrier et Egon Zimmermann. C'est deux skieurs alpins qui médaillent olympiques. Ils étaient là. Et puis, à un moment, moi, comme je connais ni l'un ni l'autre, un des gars, il m'a demandé pour faire une course comme ça, qu'est-ce que tu gagnes comme ça? Il m'a dit. J'ai dit, normalement, il n'y a rien. Hein, j'ai dit. Rien. Et puis après, lendemain, Egon Zimmermann, c'est un Autrichien. Je ne sais pas si tu vois qui c'était. Comment vous avez dit? Egon Zimmermann. Non, je connais pas. Et Guy Perrier. Non. Guy Perrier, c'est un skieur alpin français. Et Egon Zimmermann, c'est un skieur autrichien. D'accord. Alors, et comme Guy Perrier et Egon Zimmermann, il a des amis. Egon Zimmermann, il doit partir chez lui le lendemain et puis il a dit c'est pas possible parce que nous, on fait 10 minutes de ski, de descente, on gagne des prix énormes. Et lui, il a fait 150 km et il a rien. Alors, moi, je vais laisser un prix pour lui. Je vais inviter une semaine chez moi en Autriche dans mon hôtel 5 étoiles. Et il a laissé un petit mot et voilà, il est parti. Et Guy Perret, il m'a remis cette prix-là. D'accord, génial. Génial. Ouais, super. Ouais, comment était la communauté ce qu'on appelle aujourd'hui des ultra-trailers à l'époque, dans les années 2000? Vous étiez soudés, vous vous connaissiez tous, il y avait beaucoup de monde Très, très, très soudés. Hein. À l'époque, on a déjà avant l'organisation, on a été sur la parcours plusieurs fois, en groupe Michel Poletti, Vincent Delbar, il y a tous les comment comment ça s'appelle le personne un colonel de l'armée qui traçait les petites troupes de Lyon, tout ça. Malheureusement, il vient de décéder il y a 2 ans.
Mais on est tous en discuter comment faire. C'est l'idée, c'est Michel Polidi, mais après, sur la parcours, on est même à peu près 2 ans avant, on naviguait tout le temps sur la parcours de dire là, c'est possible, là, ça va être difficile. On analysait un peu les sentiers et tout. On mangeait, on buvait tous ensemble. Hein, c'est sûr, c'est une petite famille quoi, à l'époque. C'était plus des montagnards, des alpinistes ou c'était plutôt des coureurs à pied? En bas des dos. On est en bas des dos, ouais. D'accord. Si je vous demande quel est votre plus beau souvenir de trail à l'heure actuelle, je sais que la question est un peu compliquée, mais est-ce que vous auriez un moment à retenir? Plus bon souvenir, j'ai gardé toujours très bons souvenirs de toutes les trails. Après, si je dis un moment qui je pense très souvent, c'est j'ai fait un trail au Guadeloupe et il y avait des enfants, on a parrainé aussi des enfants qui sont, comment dire, handicapés physiques. Mhm. Ils étaient là, ils participaient les trails, ils couraient pas, mais ils ont le même dossard, ils participaient, ils attendaient, ils étaient quand on fait une place, ben, ils étaient super contents. Ouais. Ça, c'est des bons moments. On a eu très bonne leçon de ces enfants. Surtout quand on a vu, ils ont oublié, même si c'est un tout petit moment, ils ont oublié leur handicap. Ils étaient là, quoi, ils participaient aux courses, tout, ça, c'est très bon moment. Voilà. C'était quoi quel était le nom de la course en Guadeloupe? Godron. Ça s'appelle Godron. Guadeloupe, d'accord. Et à l'inverse, si je vous demandais votre pire souvenir de trail, s'il y en avait un à retenir, Je n'ai pas. il n'y en a pas. Je n'ai pas. Que du bon. Ouais, ouais. Même si j'ai abandonné une course, pour moi, c'est pas un échec, c'est comment dire, une partie de la course, là. J'ai l'impression que vous avez une relation assez particulière avec le Grand Raid de la Réunion, avec la Diagonale des Fous. Euh, D'après vous, pourquoi cette aventure elle est différente des autres pour vous? Alors, Diagonal de Fou, les parcours, les organisations, c'est des top, hein, super, très, très bon. Même presque trop bon. Mais après, il y a comment on dit, nature. Mhm. Nature, il y a beaucoup de taux de microclimat. C'est-à-dire, on a un chaud humide, un froid humide. Voilà. Après, il y a les chaleurs. Tous ces microclimats mélangés, ben, certains corps humains, ils ne supportent pas, comme moi. J'ai essayé de participer plusieurs reprises, mais j'ai fini qu'une seule fois. Ouais, en 2010, il me semble. Voilà, 2010, c'est les dernières années de Ultra dans ma tête. Je dis, cette année, 2010, quoi qu'il arrive, je vais essayer d'aller au bout de Dragon of Fou et UTMB. Et après, je vais arrêter les Ultra. Voilà. Et depuis, vous avez arrêté les ultras depuis 2010. C'est ma décision personnelle. Après 2012, j'ai fait le TDS. C'est parce que D'accord. c'est sur la demande de ma femme. Voilà. Et j'ai dit, je ferai, mais je ne ferai pas pour moi, je ferai pour toi. Voilà. Et vous l'avez gagné. Ouais, j'ai gagné. Voilà. J'aimerais vous poser la question que je pose à chaque fois, c'est est-ce que vous avez un moment que j'appelle le moment ex-trail ordinaire? Alors c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, hein. C'est un moment unique, lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique et dont vous vous souviendrez toujours. Bah, ouais, il y en a plusieurs. Hein, il y en a plusieurs. Voilà, comme si je peux revenir encore sur les enfants avec les enfants. Mhm. Et aussi, je suis allé en Nouvelle-Calédonie. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie aussi, on a parrainé des enfants comme Karim Neri, Karim Moustar. Il y a Widi, comment ça s'appelle, un Guadeloupéen qui est en Borasta. Oui, il s'appelle Widi. Et moi, on était quatre. On a parrainé quatre enfants un peu handicapés physiques. Ils Mhm. ont, ils ont toute leur tête, ils discutent avec nous, tout. Et puis, un soir, quand j'ai arrivé, il y avait un des enfants mon piole, qui est là-bas vers l'arrivée, avec ses parents aussi, bien sûr.
J'étais tellement content, je regardais là-bas les enfants, je courais, j'ai fait une plongée dans un ruisseau. Ça, c'était un des plus beaux moments que vous avez vécu. Toujours dans le partage avec les autres. C'est ça qui ressort à chaque fois. Après, il y avait l'organisateur, il m'a offert un baptême d'hélicoptère. Bah, j'ai dit, bah, moi, ça me dit pas grand-chose de monter dans l'hélicoptère. Je dis, bah, mon pilote, ça s'appelle Alexandre. J'ai dit, je offre à Alexandre, il va faire un tour sur le mien. Voilà. Il a dû être content. J'étais content, ouais. Dawa, comment vous pratiquez le trail aujourd'hui en ce qui concerne la fréquence, le format, les distances vous avez dit que l'ultra c'est un peu derrière vous, mais vous pratiquez comment? Alors, fréquence, je dirais plutôt maintenant tous les 15 jours ou tous les mois, un trail tous les mois. Mhm. Et distance, ça va être entre 15 jusqu'à 50-60 km. Et puis voilà, bah, toujours avec le plaisir, hein, toujours, comme je dis, bah, je suis toujours à la recherche, mais tout ce que j'ai appris, mais après, encore, il modifie le météo, les climats. Je pense, pour ça, je dis, c'est infini dans mes recherches. Mhm. On découvre toujours nouvelles choses et voilà. Et au niveau de l'entraînement, c'est tous les jours? Pas du tout. Alors moi, j'ai été très, très, comment on dit, particulière pour l'entraînement en comparant certains travailleurs. Même quand je courais tous les week-ends, je suis jamais allé courir. Dans la semaine, comme je travaillais sur le chantier, Mhm. je travaille 9 heures par jour, 5 jours par semaine. Et bah là, je pense, en gros, si je vais aller recourir après le boulot, ça ne sera pas bénéfique physiquement. Là. Parce que vous avez une activité de maçon, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, après, on va dire maçon, mais bon, sur le chantier, on fait tout. C'est pour être Mhm. polyvalent. C'est décoffrer, bétonner, ferrailler. Si on doit balayer, si on doit prendre des tuyaux chez les pelles, il faut être très polyvalent. Quoi. Et aujourd'hui, vous êtes toujours en activité Oui, oui, tout à fait. Oui, du côté de la Suisse? ouais, je travaille à Genève. Depuis, D'accord. depuis que je suis arrivé en Europe, bah, j'ai travaillé toujours à Genève. Vous avez toujours été maçon depuis que vous êtes arrivé en Europe. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est quelque chose qui fait partie de vous, j'imagine, ce métier. Oui, bah, tout à fait. Bah, au début, je suis par curiosité aussi, parce que comme au Népal, on a des constructions, mais construction, c'est des murs, quoi, là. Il n'y a pas de histoire d'isolation phonique, thermique, tout ça, on n'a pas tout. Quand j'ai entendu parler de ces trucs-là, moi, j'ai dit, j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien apprendre aussi ces systèmes-là. Et après, à parler d'anti-atomique, anti-sismique, tout ça aussi, ça m'a intéressé vachement. Et voilà, j'ai commencé dedans, là, je pense, je pigeais dedans, là. D'accord. Comment vous voyez l'avenir de votre pratique toujours de la même manière, des formats dont vous venez de parler vous souhaitez pas réduire, allonger, non, vous voulez rester sur ce type de format-là. Ouais, je pense plutôt, peut-être, bah, après, si les physiques, ça suit pas, le niveau de ton suit pas, bah, je réduirais, mais allonger, non, je pense pas. Est-ce que vous avez encore des rêves de trail, des courses ou des projets ou... Rêve, oui. Après, mon rêve, c'est si physiquement ça me permet, bah, je courrai jusqu'à je tiens debout, quoi, là. Mhm. Le plus longtemps possible. Voilà, plus longtemps possible, c'est mon rêve. C'est votre équilibre, la course à pied? Il n'y a pas que ça, mais bon, après, là, ça m'a maintient physiquement et comme j'ai toujours fatigué, bah, ça m'a permis de voir aussi comment ça évolue les choses. Et après, c'est sûr que je ne suis pas occupé, il y a plein d'autres choses. Hein. Actuellement, j'ai pas une minute pour moi. On va changer un petit peu de sujet. Quelle image vous avez de l'évolution de la pratique du trail aujourd'hui et de l'ultra aussi, avec notamment les nouveaux circuits privés qui voient le jour un peu de partout. Quelle vision vous en avez? Bah, aujourd'hui, les trails, un grand trail, ça devenait un peu de la folie.
c'est plus en plus grand, plus en plus dur. Ça, c'est un beau, c'est ça qui, je pense, c'est ça qui va gâcher dans la future, je pense, à certaines images de nos pratiques sport. Mhm. Parce que pour l'instant, genre, ils prennent pas trop de recul parce que ça devient un peu les morts, c'est nouveau, tout le monde en voit la recherche, il y en a qui enchaînent ultra dans sur les autres et c'est sûr que ça va laisser un peu de traces dans pas longtemps. Ouais, je pense, ouais. Donc ouais, c'est d'après vous, c'est plus le côté extrême de la pratique qui va nuire à l'image de notre sport, quoi. Tout à fait. Extrême. Et puis, il y a certains coureurs, même des bons coureurs, hein, ils ont, je pense à. Moi, j'ai jamais eu de ces trucs-là parce que j'ai gardé toujours maîtrise de mon corps, maîtrise de mes esprits. Mais certaines personnes, je pense, ils gardent pas, je pense pas, je peux pas être sûr, mais je pense pas qu'ils gardent leur maîtrise parce que quand ils enchaînent, ils finissent 100 km et puis après, il finit 300 km et il reprend la départ de 100 km ou quelque chose comme, je vais dire clairement, comme Luca Papi, des choses comme ça, je pense pas. Il a une plaisir de faire ces choses-là, mais je pense qu'il avait une besoin de faire ces choses-là. Mhm. Mais en faisant comme ça, je pense moi personnellement, si je fais ça, je peux pas faire mieux. Voilà, c'est comment dire. Mhm. Ouais, en plus, le problème, c'est qu'on n'a pas tellement de recul sur ce genre sur cette pratique-là un peu excessive, donc. Il y a moi, je connais pas mal de milieux médicaux, des amis médicaux, médecins, tout ça, et sur l'ultra, hein, il y a pas mal de soucis de santé. Mais pour l'instant, les gens ils osent pas de parler parce que personne n'a demandé de faire ça et c'est sa volonté. En plus, il a investi, il a fait des sacrifices de famille, de l'argent, du travail, de tout. Et aujourd'hui, s'il dit bah, j'ai foutu ma santé en l'air à cause de ces choses-là, c'est lui seul le fautif. Bien Il, sûr. il sent lui seul, les personnes qui seuls, ils sont les seuls fautifs. Pour ça, ils disent pas. Mais je pense Mhm. qu'un jour, un ou deux personnes qui disent voilà, ça m'a arrivé ça, ça, ça. Ah bah, ils vont sortir des messages. Hein. Ils vont dire moi aussi, puis l'autre aussi, puis ça aussi, voilà, c'est ça. Mhm. Ça, pour l'instant, ça passe un peu en discrétion. Voilà. Et vous, à l'époque, vous couriez combien d'ultra par an? Deux, Deux. deux Mhm. ou maximum trois. Mais par Mhm. contre, j'ai couru pratiquement une course tous les week-ends. 40, 50, 60 km, pratiquement tous les week-ends. Et entre-temps, bah, comme dans la semaine, je ne courais pas du tout. Ça m'a servi d'entraînement et aussi ça m'a servi de faire des compétitions. Très bien. Si vous aviez un seul conseil à donner à quelqu'un qui se lance dans le trail ou aux nouvelles générations là, qui arrivent dans le sport, ça serait lequel? Faut être humble, faut être, faut être médecin de soi. Médecin de soi, c'est intéressant. Voilà. Et faut prendre des satisfactions, quelle que soit la place qu'il fait, quelle que soit la chrono qu'il fait. Il met, voilà. Si on n'a pas de satisfaction, on va être, je sais pas, on va être à une année ou 2 ans, on va être premier tout le temps premier. Et puis après, on va dégraisser. Et si on n'a pas de satisfaction, le personne ne sera jamais satisfait et c'est presque inutile de faire des choses. On en parle souvent, hein, c'est la raison de notre pratique profonde. C'est ça qui est le plus important en fait, Voilà, je pense. de faire. Hmm. Prendre des satisfactions de soi et aussi donner des satisfactions à d'autres personnes aussi. On peut. Mhm. On peut. Bon, Très important. voilà, quand j'ai fait une course, même si une personne qui finit, je sais pas, au milieu de le peloton ou dans la dernière, demander un petit mot, ça s'est bien passé, et saluer les personnes, dire un petit mot, et puis à la fin, bah, bonne récup, tout ça, toi, ça c'est. Tu peux, ça coûte rien et ça lui fait énormément de plaisir. Mhm. Voilà. J'ai vu que vous étiez à l'arrivée sur l'UTMB cette année. Là, moi aussi, j'y étais sur l'arrivée de Jean-Paul, qui souffre de la maladie de Charcot, qui a été accompagné sur une partie de l'UTMB en jouelette. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce moment là, qui était assez, assez troublant?
Pour toutes les équipes qui ont encadré Jean-Paul ou Jean-Paul? Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul, pour arriver jusqu'à là, je félicite. Et pour moi, c'est très émouvant parce que je connais un gars aussi, un travailleur aussi qui perdu ça. Il a fini ses jours il n'y a pas longtemps. Et j'espère que Jean-Paul, et je pense pas il va faire plusieurs UTMB, mais c'est bon moment de le faire. Et puis s'il a eu une satisfaction ce moment-là, c'est plus important, quoi. On va passer, Dawa, à la partie, si vous voulez bien, organisation de voyage que vous faites au Népal, en Inde et en Indonésie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette activité-là? Alors, le course à pied, ça c'est très course par étape. Hein, ça c'est rien à voir au niveau ultra ou même je ne peux même pas dire un trail parce que ça c'est trail. Bon, ça, après ça c'est sentier. Hein, ça. Voilà, il y a une course que j'ai organisée au début dans la région de Solukhumbu, dans ma région. Pourquoi? Parce que j'ai tellement eu le plaisir de partager avec des amis trailleurs et puis des amis trailleurs du monde entier. Et j'ai découvert des très bons endroits sur la planète, sur le sentier de trail, sentier de course à pied. Et puis un jour, j'ai dit, qu'est-ce que je veux faire pour rendre tout ce que j'ai découvert, pour faire partager avec d'autres personnes. J'ai dit, je vais organiser un trail au Népal. J'ai organisé, depuis 2008, j'ai organisé un trail qui s'appelle Solukhumbu Trail au Népal, environ 300 km, mais en 15 jours, 17 jours et 15 étapes. Et quand j'ai organisé ça, les amis qui sont venus là-bas, il y en a qui sont venus 3-4 reprises. Après, en rigolant, en parlant sérieusement, il faut que tu organises d'autres endroits parce que maintenant, on ne peut pas revenir tout le temps ici. Tout. Alors, voilà, c'est un trail que j'organise aussi dans la Tour de Manasolu, au Népal, toujours. Et après, petit à petit, j'ai essayé d'organiser un trail en Indonésie. Pour moi, c'est une découverte. Hein. Là-bas, il n'y a pas d'autres montagnes, mais plus qu'on va monter, c'est 3700 mètres sur des balcons. Après, des paysages extraordinaires. Moi, même rien que de penser, j'ai le chèque pour le paysage, tous les gens qui sont dans le village, tout. Et l'Inde, j'organise aussi l'Inde, nord de l'Inde. Ça s'appelle la Dharamsala aventure. Et là-bas, entre guillemets, c'est des paysages de Tibet. C'est très minéraux et c'est quelque chose, quelques paysages différents que le paysage népalais. Et pour moi, c'est aussi une découverte et en même temps, j'ai le plaisir de partager. Évidemment, j'ai organisé aussi au Tibet. Au Tibet aussi. Voilà. Et Tibet, c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs parce que c'est niveau autoritaire, tout ça, c'est autorisation, tout ça, c'est un peu pas toujours facile, mais on est quand même. Voilà. Et puis après, au-delà de ça, moi je vous dis plutôt, au lieu de dire un trail, c'est un événement sportif, aventure sportive et humanitaire. On reviendra un petit peu juste après sur la partie humanitaire de vos voyages, mais quel niveau de pratique il faut, quel niveau d'état de forme il faut, parce que c'est des expériences d'environ une vingtaine de jours en moyenne. Il y a entre 200 et 350 km et ça va de 8000 à 20 000 mètres de dénivelé. Quel niveau de sportif il faut? Après, quelqu'un qui pratique régulièrement les sports, quelqu'un qui randonne régulièrement, ça passe super bien parce que les distances sont très courtes et on a toute la journée pour faire ça. Par contre, si une personne aujourd'hui, si une personne il m'a téléphoné, il dit j'ai fait 2h10 au marathon, mais je ne connais pas les montagnes, je dirais désolé, vous restez chez vous, quoi. D'accord. Voilà. Et si une personne il dit moi je cours pas, mais je fais 2-3 fois par semaine, je marche sur la montagne et je connais un peu les montagnes, ou quelqu'un qui dit j'ai fait les courses par étapes et c'est super ou c'est dur, ou ça c'est très peu important, il n'y a pas de problème. Plutôt réservé donc aux gens qui connaissent un peu le milieu et qui pas forcément le niveau sportif, mais plutôt l'état d'esprit, quoi.
Tout à fait, oui. Après, il y a un sur le site, il y a un dossier de dire quelle expérience ils ont dans la montagne et course par étapes. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez des autorisations nécessaires, notamment au Tibet. Quelles sont les principales difficultés dans ces 4 pays-là pour organiser ce type de voyage? L'Inde, Indonésie, Népal, il n'y a aucun souci. Ouais. À part là, actuellement, c'est la histoire de Covid qui coince un petit peu. Mais sinon, niveau autorisation, aucun souci. Bon, pour connaître et puis pour mettre des moyens sur place à niveau, comment dire, sécurité, santé, tout ça. Mhm. Et, après, Tibet, c'est un peu plus compliqué. C'est pas après, comment dire, selon comment ça se passe dans l'ambiance, dans le pays, dans le monde, où on va avoir les visas ou non, quoi. C'est combien il y a de personnes à peu près sur ces courses en règle générale? Maximum 50 crores. Mhm. Et 10 douzaines de randonneurs. Parce que moi, si j'ai aucun intérêt de ramener beaucoup de monde et manger n'importe quoi, dormir n'importe comment. Et donc, vous occupez de tout l'accompagnement Ouais, pour dormir, pour manger, etc. C'est vous qui gérez ça. tout à fait, ouais. Tout on organise depuis ici jusqu'à ici. À part si quelqu'un qui dit, moi j'ai moins d'acheter mon billet d'avion et je vous rejoins au Népal, au Népal ou en Inde ou en Tunisie. Voilà, ça je dis pas non. Et sinon, après, nous, on prend tout comme organisation complète. Là. D'accord. J'ai vu sur le dépliant là, que les bénéfices qui sont retirés de ces événements sont réinvestis dans des œuvres caritatives locales. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des exemples de ce qui a été fait grâce à ces courses? Alors, c'est un petit peu difficile parce que la course, l'inscription que je pique sur la course, ça c'est, si j'ai juste faut payer les frais de Mhm. toutes les autorisations. Par contre, tous les bénéfices, ça c'est bénéfice pour moi. Quand je parle de bénéfice, c'est une personne qui vient dans le pays comme l'Inde ou le Népal. Quand il voit des enfants, quand il voit des personnes âgées, s'il prend un don ou il parraine un enfant, ça c'est des bénéfices. Mhm. Actuellement, grâce à Solo Combo Trail, on est à peu près soixantaine d'enfants qui sont parrainés. Et depuis 2008, il y a quatre, quatre filles et deux garçons qui ont passé des diplômes d'infirmière, tout ça, grâce à Solo Combo. Hein, ça, c'est sûr. Quand on parle de parrainer les enfants, je ne parraine pas n'importe quels enfants, c'est des enfants vraiment démunis. Hein, c'est Mhm. aucune possibilité d'aller à l'école, les parents qui n'ont aucun moyen, tout ça. Ces enfants, aujourd'hui, comment dire, tu peux aller voir sur mon site. Il y a deux, trois, j'ai fait écrire plusieurs personnes à leur histoire, comment ils sont arrivés jusqu'à là. Ils ont écrit leur histoire, j'ai mis sur mon site, sur la actualité. Et aujourd'hui, je suis très content pour eux. Et puis, je vous dis merci à tous les parents qui ont aidé. Je mettrai les sites, les liens dans le descriptif du podcast pour que vous puissiez aller voir le site qui a été fait par Dawa. Si vous deviez retenir un seul élément qui vous satisfait le plus dans l'organisation de ces voyages, ça serait quoi? Partage. Mhm. Partage, hein, quand on passe l'école au col qui s'appelle je passe, quand tu vois Everest, Nuptse, Makalu, Choyu, 400 mètres de plus de 8000 mètres devant tes yeux, les gens ils pleurent comme des gamins et là c'est sûr que c'est très très émouvant. Et ça, c'est des grands, grands moments. Voilà. Moi, je rigole et des fois je pense aussi parce que s'il y a 50 personnes, sur 50, minimum 49 qui pleurent là-haut. Et puis, moi, à chaque fois qu'il y a une personne qui pleure, je pleure aussi. Je dis, vous êtes un peu salaud parce que vous avez pleuré une fois et moi ça fait 49 fois que je pleure. C'est clair. Ah, c'est cool. Des bons moments de partage. Je pense que c'est le fil rouge de cet épisode. On a bien compris votre vision du sport Ça, c'est très bon moment à passer. Et puis là, après, derrière, surtout là, humanitaire, ça suit.
pour répondre, je reviens sur l'humanitaire. Mon association, le but de mon association, c'est santé, éducation et soutien de personnes âgées. Voilà. Très bien. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est tous les dons qu'on a récoltés, tous les articles vendus de Népal, mon livre compris. On a construit une réserve d'eau de 20 000 litres à Mera. On a construit une école monastique. Il y a 50 enfants qui étudient dedans. Après, on a construit quelques logements dans le village. Après le tremblement de terre, on a récolté quelques dons, mais aussi on a mis un peu de l'argent de la course, de tous les dons. On a aidé de construire quelques logements. Et un pensionnat dans mon village, parce que les enfants, petits-enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et les parents qui à l'école et aussi à l'école, les petits-enfants, ils passent juste le temps et ils apprennent pas grand-chose. Alors, on a créé un pensionnat. Dans le pensionnat, actuellement, on a une vingtaine d'enfants qui dorment, qui mangent là. On a mis aussi deux professeurs privés parce que quand il y a des petits enfants, si on a mis des professeurs de l'État, oui, ils vont travailler 10 heures à 4 heures et puis après, il occupe les enfants. Là, avec un professeur privé où il occupe 24 heures sur 24 des enfants, leur éducation, leurs devoirs, tout ça, de nourriture, propreté, tout ça. Et puis, dans les projets qu'on a réalisés, c'est on a construit un centre pour des personnes âgées en situation difficile. Le centre consiste en 18 pièces. Actuellement, il y a 10 personnes qui sont entrées parce qu'on a fait l'inauguration fin 2019, au moment du retour de Solukhumbu. Et puis, par la suite, il y a eu tout de suite les histoires de Covid. Je n'ai pas pu organiser plus qu'au moment de l'inauguration. Où est-ce qu'on peut participer, vous aider, alors que ce soit financièrement ou autre, pour toutes ces actions-là? Alors, j'ai un système de récolter des dons sur mon site. Il y a une association qui s'appelle Hello Asos. Ouais, Hello Asso. Voilà, Hello Asso. Et la plupart des dons qui viennent aussi par là. Et après, sinon, directement faire un share ou on a une RIP sur des dépliants. Voilà. D'accord, très bien. Je mettrai tout ça en descriptif de l'épisode. Dawa, qui est-ce que vous aimeriez me conseiller comme invité du podcast? Alors, je pense que vous avez déjà vu, mais Sylvaine, ça va être bien aussi. Sylvaine, elle est déjà venue chez... Ok. Ouais. Tu as vu François Dain? Ah, toujours pas. J'y travaille, mais toujours pas. Ok. Une personne qui va être bien aussi. Ouais. Après, Sébastien Chéniaud, en beau. Sébastien Chéniaud, j'ai enregistré avec lui, ouais. Donc ça devrait être très prochainement. Il y a beaucoup de personnes qui sont bien, qui vont être bien. Voilà. Très bien. Dawa, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer ou un sujet à évoquer? Alors, j'espère de pouvoir partager encore des sentiers aussi longtemps que possible. Et puis, je souhaite à tout le monde de profiter pleinement sur la santé ou dans la vie quotidienne. Soyez humble, d'être bonne santé. Et puis, à très bientôt. Entendu. Et l'interview n'est pas terminée puisqu'il reste la dernière partie et c'est des questions rapides et il ne faut pas donner d'arguments. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors, votre plat favori après la course? Plat préféré après la course. Alors, je mange des soupes, je mange de riz ou de pâtes. La boisson favorite après la course? Je bois un peu de tout, de bière, de vin. Tout passe. Voilà, tout passe. Oui. Plutôt gel, plutôt bar, ou les deux ou aucun des deux? Les deux, oui. Les deux. Plutôt fait maison ou industriel? Si c'est possible, fait maison. Fait maison. Est-ce que vous préférez prendre sur un trail prendre une grosse rafale de vent ou une grosse averse de pluie? Je préfère les averses de pluie. D'accord. Vous préférez les racines ou le verglas? La neige fine. D'accord.
Vous préférez courir de nuit ou de jour? Joue. L'hiver ou l'été? C'est pareil. C'est pareil. Bon. Vous préférez courir au pied de l'Everest ou au pied du Mont Blanc? Deux, il est bon. Ah non, mais il faut choisir. Dawa, désolé. Alors si je dois choisir entre les deux, je préfère pied de l'Everest. Pied de l'Everest. Voilà, on revient aux sources. C'est parfait, Dawa. Merci énormément pour ce moment que vous avez partagé avec nous. C'était très très sympa. Avec grand plaisir. Et puis à très bientôt, peut-être sur un événement et sur les sentiers, pourquoi pas. Oui, avec grand plaisir. Merci. Pour le partage. Merci à vous. Merci, Dawa. Bonne soirée. Merci également. Au revoir. Au revoir. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Monsieur Dawa Dakili Sherpa. Dawa que je remercie pour le temps qu'il nous a accordé. Puis c'était vraiment un honneur de recevoir et de m'entretenir avec lui pendant plus d'une heure. Donc merci Monsieur Dawa Sherpa. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux Rennes Plus Simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf, et sur Strava vous pouvez également intégrer le groupe privé Patreon si vous faites partie de la tribu. Pour faire partie de la tribu Rennes Plus Simple, rendez-vous sur patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut